Ce programme contient des scènes de reconstitution et des images susceptibles de heurter les jeunes téléspectateurs. Son contenu s'adresse à un public averti. Dans un parc naturel du Minnesota, une stagiaire entre dans son bureau par la porte de derrière et fait une découverte macabre. Avant de refermer la porte, elle a regardé à l'intérieur et a vu le corps par terre. Sa collègue, Carrie Nelson, 20 ans, est étendue sur le sol dans une mare de sang. Quand elle a vu le sang, elle a fait volte-face et elle est sortie en courant. Elle est partie tellement vite qu'elle a perdu une de ses chaussures. Les inspecteurs sont envoyés d'urgence pour résoudre le premier meurtre de l'histoire du parc du Minnesota. C'est une enquête cruciale dont les pistes mèneront à un tueur retors. Les enquêteurs du bureau du shérif et du bureau d'investigation du Minnesota arrivent pour analyser la scène de crime. Le meurtre a eu lieu au parc naturel de Blue Mounds, dans le bâtiment d'accueil, là où l'on achète les tickets d'entrée. Le corps de Carrie était allongé derrière le comptoir où elle accueillait les clients. Elle était étendue sur le dos, avec une main sur le torse et l'autre au-dessus de sa tête, et une grande flaque de sang autour du crâne. Elle avait visiblement reçu de violents coups à la tête. Une déchirure dans l'uniforme de Carrie suggère qu'elle s'est battue avec son agresseur. Le bureau révèle également des traces de lutte. Le fax avait été renversé. Il y avait des papiers par terre qui devaient, à l'origine, se trouver sur le comptoir. On a retrouvé des petits morceaux de la chaise que les employés utilisaient derrière le comptoir, par terre et même sur le corps de Carrie. Au sol, près du corps, se trouve une montre d'homme cassée et un paquet de cigarettes. On pensait que la montre avait dû être arrachée du poignet du tueur, et donc qu'elle appartenait à celui ou celle qui avait commis ce crime. Bizarrement, Carrie semblait pointer sa main en direction de la montre et du paquet de cigarettes au-dessus de sa tête. Après examen du corps, le docteur Susan Rowe détermine la cause de la mort comme étant une série de blessures à la tête. Elle avait de nombreuses lacérations et écorchures situées principalement sur le côté droit du visage, mais elle en avait aussi sur le côté gauche. Cela indiquait qu'on l'avait frappée avec un objet contondant. L'autopsie révèle également que Carrie a été étranglée ou étouffée avant de mourir. Elle portait un collier qui avait laissé une marque incrustée dans son cou. D'après la position du corps de Carrie et la nature de ses blessures, le médecin légiste pense qu'elle a pu surprendre son assassin. Je pense qu'elle était peut-être aux toilettes quand quelqu'un est entré dans le bureau. Quand elle est sortie des toilettes, elle a surpris cette personne qui l'a ensuite attaquée. Elle a été maîtrisée, puis emmenée jusqu'à l'endroit où l'argent était entreposé. Et c'est après ça que le tueur a pris un objet pour lui briser le crâne et a causé ses lésions cérébrales. Les experts scientifiques passent le bureau au peigne fin. Dans la pièce du fond, une des caisses avait été vidée et on y a retrouvé des traces de sang. Le badge de Carrie Nelson a été retrouvé près des caisses. On a dû relever les empreintes sur différentes surfaces, et notamment le comptoir, les caisses enregistreuses, le coffre, les murs, les portes, le téléphone public à l'extérieur. Absolument toutes les surfaces aux alentours du bâtiment ont dû être analysées. On avait plus d'une centaine d'empreintes digitales qui devaient être identifiées. Les empreintes, les traces de sang, la montre et les cigarettes sont toutes envoyées au laboratoire pour analyse. Les inspecteurs demandent aux employés du parc s'il manque quoi que ce soit. Il manquait une pierre décorative de 5 kilos. Elle avait une gravure de bison et elle était posée sur le comptoir près de la caisse.
Ils ont tout de suite signalé que cette pierre avait disparu. Évidemment, on a tout de suite pensé qu'il pourrait s'agir de l'arme du crime. Il manque également 2 sacs de billets contenant environ $2000. Je n'aurais jamais cru que ce genre d'endroit serait la cible d'un cambrioleur. Mais en même temps, c'est assez isolé, ce qui facilite la tâche. Et ce n'est pas aussi sécurisé que d'autres endroits qui abritent de grosses sommes d'argent. On a également appris que ce coffre était visible depuis la zone réservée aux visiteurs, derrière le comptoir. Donc quiconque venait ici pouvait voir en regardant bien qu'il y avait un coffre de l'autre côté. Comme tout désigne un cambriolage, les inspecteurs se demandent pourquoi Carrie a-t-elle été tuée? Était-ce un mauvais concours de circonstances? Ou y avait-il autre chose? On n'était pas sûr s'il s'agissait d'un cambriolage qui aurait mal tourné ou si ça avait un quelconque rapport avec la vie personnelle de Carrie ou autre chose qu'on ignorait encore. Les entrées du parc sont condamnées. Tous les campeurs et les visiteurs de la journée sont interrogés avant d'être autorisés à partir. Je voulais en savoir un maximum. Qui était notre homme? Était-il toujours là? Était-ce un campeur? C'était un dimanche après-midi dans un parc du Minnesota. C'était du jamais vu. Personne n'a pu nous donner d'informations sur qui que ce soit en particulier qui se trouvait dans le parc ou qu'ils auraient trouvé suspect. La seule piste qu'on avait, c'était des visiteurs du parc qui avaient vu une voiture blanche s'éloigner précipitamment, à peu près au moment où le meurtre a eu lieu. Une femme m'a expliqué que ce véhicule, selon ses propres termes, ressemblait à un gros bateau blanc qui filait à toute allure en direction du nord. Les enquêteurs contactent la famille de Carrie. Les parents de Carrie étaient divorcés, mais ils habitaient tous deux dans la région. Ils étaient surpris, comme tout le monde. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur fille avait été assassinée. C'était quelqu'un de bien, elle n'avait pas d'ennemis. Le père de Carrie n'avait aucune idée de qui aurait pu commettre un tel crime ou qui aurait pu être impliqué parmi les relations de Carrie. On se disait qu'il devait faire erreur. Il devait s'être trompé de famille. Comment ce genre de choses avait pu arriver? Mais au bout d'un moment, on a plus d'informations sur ce qu'il s'est passé. Et on doit accepter la réalité. Mais j'imagine que tous ceux qui reçoivent des nouvelles tragiques ont du mal à croire à ce qui leur arrive. Le père de Carrie dit aux inspecteurs qu'elle s'était récemment fiancée. Selon le père, c'était impossible que le fiancé de Carrie ait quoi que ce soit à voir avec le meurtre. Il a insisté là-dessus. Le fiancé de Carrie assistait à des funérailles ce jour-là, et quand on l'a contacté, il n'avait aucune idée de qui aurait pu faire une telle chose. Les gens qui connaissaient son fiancé n'avaient aucun reproche à lui faire. Ils étaient amoureux, ils étaient impatients de se marier et de partager leur vie. Le fiancé ne fumait pas de cigarettes. Il était avec de la famille et des amis qu'il avait vus à 60 km du lieu du crime au moment où il s'est produit. Il avait aussi des reçus qui prouvaient qu'il avait fait des achats. Il avait même tenté d'appeler Carrie, en vain. On a pu vérifier tout ça et confirmer son alibi. Les inspecteurs s'attellent à établir une chronologie. Ils sont aidés par la victime elle-même. Carrie avait écrit une note juste avant le meurtre. C'était un message pour son fiancé, un message d'amoureux. Il était inachevé, mais elle avait indiqué 14 heures. Ça faisait partie des éléments qu'elle pouvait nous donner. Son corps a été découvert peu après 14h30, vers 14h40. C'était le point de départ de notre chronologie. Les enquêteurs réétudient les principaux éléments de l'affaire. Carrie Nelson est morte suite à de violents coups à la tête
possiblement causée par une pierre décorative située dans le bureau. Et 2000 $ ont disparu. Le mobile semble être le vol. Le tueur a laissé derrière lui une montre et un paquet de cigarettes. Un témoin dit avoir vu une grande voiture blanche s'enfuir des lieux du crime. Après 24 ou 48 heures, il est devenu clair que l'enquête serait très compliquée et qu'il serait difficile de la résoudre. Mais une piste se profile. La police retrouve un ami de Carrie qui correspond au profil du suspect. Il conduit une grande voiture blanche et a connu des problèmes de drogue. La police le soupçonne d'avoir désespérément eu besoin d'argent. Quand Carrie Nelson, 20 ans, est retrouvée assassinée à l'accueil du parc naturel de Blue Mounds, la communauté voisine de la ville de Luverne est sous le choc. La dernière fois qu'on avait fait face à un homicide, c'était il y a au moins 25 ou 30 ans. Ce genre de crime n'arrive jamais dans le comté de Rock. La communauté était abasourdie. Les principaux médias ont évoqué le fait que la ville était remuée jusque dans ses fondements, car il n'y a jamais eu de meurtre par ici. Aucun crime en plusieurs décennies. Mais c'était bel et bien arrivé, et de manière brutale qui plus est. Une des employées du parc, qui connaissait bien Carrie, refusait d'aller toute seule au travail. Elle craignait pour sa vie. C'était le deuxième été que Carrie passait à travailler au parc de Blue Mounds. Carrie était une fille très gentille qui avait un super boulot. Elle était toujours agréable avec les visiteurs et elle avait toujours le sourire. Ses collègues n'ont pas été en mesure de nous donner d'informations sur là où les personnes qui auraient pu en vouloir à Carrie ou se venger d'elle. En interrogeant les employés du parc et notamment ses collègues, on a bien vu qu'ils étaient dévastés par ce qui s'était passé. La famille et les amis de Carrie sont tout aussi anéantis. Au début, on essaie d'assimiler toute cette situation, mais c'est impossible. Carrie était une belle jeune fille. Elle avait 20 ans et beaucoup d'amis. Elle était très populaire. Elle commençait tout juste à prévoir son avenir. Les amis de Carrie disaient la même chose, que c'était quelqu'un de merveilleux et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on aurait voulu la tuer. La fouille de l'appartement de Carrie ne révèle que peu d'informations aux enquêteurs. On n'a rien découvert en dehors de ses projets personnels. Elle s'apprêtait à se marier. Le jour de sa mort, elle comptait aller aider une de ses amies à préparer son mariage. On a appris qu'elle s'était inscrite à des cours à l'université de Madison, dans le Dakota du Sud. Pendant ce temps, une recherche sur l'un de ses amis révèle des antécédents de prise de drogue et une grande voiture blanche. Il travaillait à mi-temps et il lui avait proposé un rendez-vous, mais elle l'avait rejeté. On a examiné ses véhicules, celui qu'il avait loué le jour du meurtre et sa voiture personnelle qui était restée au garage. Et on a vérifié tous ses amis, ses relations et ses contacts pour la drogue. C'était un suspect important. On a pensé qu'il pouvait s'agir d'une histoire de drogue ou d'un vol pour l'argent. Mais la police ne trouve aucune preuve le reliant au meurtre de Carrie. On a prélevé son ADN et on a fouillé chez lui. Mais on n'a rien trouvé en lien avec le meurtre. Suite au meurtre, le parc naturel de Blue Mounds ferme pour une semaine pendant que les inspecteurs fouillent la zone à la recherche d'indices. Après 5 jours, un officier du département des ressources naturelles repère un objet dans un ruisseau. Au moment du meurtre, il y avait beaucoup plus d'eau dans ce ruisseau. Il était sale en raison du trop-plein des champs. On n'y voyait rien. 5 jours plus tard, le débit s'est calmé, les pluies ont cessé et l'eau était claire. Alors je me suis penché et j'ai tout de suite vu une pierre plate de couleur rougeâtre sous l'eau.
Je suis descendu jusqu'au ruisseau, j'ai pris une pelle, j'ai retourné la pierre et j'ai vu la gravure. C'était ce qu'on cherchait. La médecin légiste Susan Rowe compare la pierre aux photos des blessures de Carrie Nelson. J'ai effectué une comparaison directe. J'avais les photos de l'objet à taille réelle et les photos prises durant l'autopsie. On a donc pu comparer les deux et même prendre la photo de l'autopsie pour la comparer directement avec la pierre. Ça correspondait bien aux blessures de la victime. Cette preuve était très utile pour comprendre ce qui s'est passé pendant la lutte. On savait que Carrie avait reçu un coup à l'arrière du crâne qui n'était pas fatal, ce qui suggère que c'était peut-être le premier coup et qu'il était par derrière. Il y a eu au moins 5 coups distincts à la tête. Et le médecin légiste a pu estimer ce chiffre grâce aux plaies visibles à différents endroits de la tête. La médecin légiste confirme que la pierre gravée prise dans le bureau a servi d'arme du crime. Pour les inspecteurs, cela prouve que le tueur a agi de manière impulsive. Je ne crois pas qu'il ait forcément prévu de la tuer quand il est arrivé au parc. Simplement, tout ne s'est pas passé comme prévu et il a décidé de ne laisser aucun témoin. C'était sûrement un criminel chevronné, un récidiviste ou un cambrioleur qui ne voulait pas retourner en prison. Quelqu'un qui était désespéré au point de commettre cet acte de violence opportuniste. Les enquêteurs revoient leurs éléments. L'agresseur de Carrie s'est servi d'une arme improvisée. Il n'en avait pas apporté sur place. Le tueur a jeté la pierre dans un ruisseau avant de quitter le parc. Et les analyses de la pierre ne révèlent aucun ADN ni aucune empreinte. Il s'agissait apparemment d'un acte au hasard. On n'avait aucun véritable suspect à ce moment-là. On peut dire que c'était frustrant. On allait au bureau tous les jours et on voyait la photo de Carrie. Tous les jours, on la regardait et on voulait résoudre l'enquête. Mais les enquêteurs n'ont que peu d'éléments. Il faudra attendre les résultats d'analyse pour enfin leur permettre d'avancer. Dans les semaines suivant le meurtre de Carrie Nelson, les enquêteurs du Minnesota doivent analyser les dizaines d'empreintes retrouvées sur la scène de crime. Évidemment, dans un lieu public, il y aura beaucoup d'empreintes digitales qu'on ne peut pas identifier, mais on a quand même tenté d'en identifier un maximum. Les experts scientifiques ont scellé le bâtiment et l'ont exposé au cyanoacrylate. En d'autres termes, ils ont fait chauffer de la superglue liquide jusqu'à ce qu'elle crée de la vapeur. Les vapeurs s'accrochent aux résidus d'empreintes et les rendent visibles. On a pu obtenir un grand nombre d'empreintes. La première chose à faire est d'éliminer les employés, y compris la victime, c'est-à-dire tous ceux qui ont accès au bâtiment quotidiennement. On les élimine en premier pour se retrouver avec tout un tas d'inconnus. On les a tous entrés dans la base de données, mais on n'a trouvé aucun suspect potentiel. Au même moment, les inspecteurs cherchent des indices sur la montre retrouvée près du corps. Elle avait été fabriquée en Chine. C'était une montre ordinaire. Elle était vendue dans les grandes chaînes de magasins. Elle devait coûter dans les 10 ou 12 dollars. On ne pouvait pas retrouver son origine, comme si c'était une montre unique. La montre est envoyée au laboratoire pour des tests ADN. Les résultats montrent un mélange d'échantillons ADN d'au moins 3 personnes différentes. Comme n'importe quel enquêteur, j'aurais voulu un ADN parfait, mais ce n'était pas le cas. C'était un mélange de plusieurs ADN. Carrie Nelson pouvait faire partie des 3 échantillons retrouvés sur la montre, mais il y avait au moins 2 individus, voire plus, qui restaient non identifiés. Ça nous posait plusieurs problèmes. Le principal étant qu'on ne pouvait pas chercher l'ADN dans une base de données. On devait donc directement effectuer des prélèvements ADN
auprès de tous ceux qui pouvaient être suspects. Le paquet de cigarettes retrouvé sur les lieux du crime est également analysé. Il avait un timbre fiscal du Dakota du Sud. On a pu déterminer qu'il avait été acheté dans le Dakota du Sud grâce au timbre fiscal dessus. Mais le numéro était effacé et on n'a pas pu identifier dans quel magasin le paquet avait été acheté. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs interrogent des centaines de personnes pour prélever leur ADN, y compris tous ceux qui étaient au parc le jour du meurtre. C'était une tâche qui semblait insurmontable. Il y avait des gens de Floride qui étaient présents au parc pendant ce week-end. Et des gens de l'État de Washington aussi. Les enquêteurs nous ont soumis des échantillons d'ADN de toutes les personnes qui suscitaient leur intérêt. C'était l'affaire la plus vaste que le bureau d'investigation avait connue. On a reçu plus de 400 échantillons. J'ai effectué moi-même plus de 300 comparaisons. On comparait les profils ADN à se retrouver sur la montre avant de les écarter définitivement. Ça devenait frustrant parce qu'on entendait parler de tous les autres homicides dans le Minnesota dont les coupables étaient arrêtés au bout de 2 jours, voire 2 heures. Notre enquête était longue et fastidieuse. Les pistes se suivent sans rien donner et l'enquête arrive au point mort. On n'avait aucun véritable suspect. Personne ne désignait personne. Les mois ont passé, puis les années, sans aucune avancée. On était tous déçus à l'idée que le meurtrier s'en était sorti. La communauté locale a placé une stèle dans le parc, dans une prairie de fleurs des champs. Une manière d'honorer la mémoire de Carrie et de rappeler à tous qu'elle était là pour nous et qu'on ne l'oubliera jamais. L'attente et l'incertitude sont très difficiles pour la famille de Carrie. J'allais là-bas tous les ans, à l'anniversaire de sa mort, pour me souvenir d'elle et de son caractère. Et puis le temps a passé. Les sentiments évoluent. Au début, on est plein d'espoir, mais ils s'amenuisent peu à peu. Mais les inspecteurs ne sont pas prêts d'abandonner. 5 ans après le meurtre, ils approchent les experts scientifiques pour une seconde analyse de la montre du tueur. Paul Sopland est venu me demander s'il serait utile d'essayer de relever d'autres échantillons sur la montre. Sopland et les autres inspecteurs savent à quel point la science médico-légale a évolué au fil des années. J'ai accepté et je suis retournée prélever de nouveaux échantillons, dont un morceau du bracelet. J'ai pensé que la personne qui portait cette montre aurait son ADN incrusté dans les fibres de nylon. Les premiers tests ADN ne révélaient qu'un mélange d'ADN de 3 personnes non identifiées. Le nouveau test est beaucoup plus précis. Il identifie l'ADN de Carrie Nelson et 2 autres individus. C'est une avancée majeure dans l'enquête. On a entré le résultat dans la base de données du Minnesota, mais sans succès. J'étais déçue, parce que je croyais vraiment qu'on allait enfin résoudre l'enquête. C'est vrai que j'étais déçu, mais pas totalement frustré. J'ai demandé s'il y avait un autre moyen d'avoir un résultat. Et Christine m'a répondu oui. On pouvait demander individuellement aux États de chercher dans leur base de données. Le laboratoire envoie les échantillons ADN aux États voisins du Minnesota. 3 semaines plus tard, le Dakota du Sud se manifeste. Ils ont un nom. Un des échantillons correspond à un certain Randy Sweeney. J'étais sidérée. On l'était tous. Jamais une enquête ne m'avait autant bouleversée. J'étais aux anges. Je me souviens très exactement du moment où j'ai appris la nouvelle. Le 2 avril à 13h30. J'en ai presque les larmes aux yeux quand je pense au bonheur qu'on a ressenti. On était sûr à 99% que l'ADN était correct. Mais un profil ADN sur la montre demeure non identifié. J'avais fini par bien connaître le profil ADN. Et j'ai remarqué qu'il semblait être le mélange d'un homme et d'une femme.
Donc j'ai contacté le labo du Dakota et je leur ai dit qu'il y avait de l'ADN féminin. Ma collègue du Dakota a décelé 2 individus qui étaient soit parents, soit mariés à Randy Sweeney. On n'avait pas encore testé l'ADN de ses proches, alors on s'y est mis. Les analyses révèlent que l'ADN non identifié retrouvé sur la montre appartient à l'épouse de Randy Sweeney. Mais malgré ces correspondances, les inspecteurs savent qu'ils sont loin d'avoir résolu l'enquête. Ce n'était que le début. À présent, il fallait faire des recherches sur Randy Sweeney. La montre a finalement fourni un indice. Mais une question demeure. Les enquêteurs ont-ils trouvé la solution ou n'était-ce qu'une coïncidence? On voulait vous parler d'une enquête pour laquelle vous pourriez nous aider, ou dans laquelle vous seriez peut-être impliqué. Je ne sais pas. Cinq ans après le meurtre de Carrie Nelson, de nouveaux tests ADN plus sophistiqués ont permis de relier la montre retrouvée sur les lieux du crime à Randy Sweeney et son épouse. Je me souviens avoir pensé, ça y est, voilà ce qu'on attendait, on tient enfin une piste. Comme la montre retrouvée sur place était une montre d'homme, les inspecteurs se concentrent sur Randy. Il fallait qu'on en sache plus sur ce type. Qui il est, ce qu'il a fait dans le passé, où est-il? On devait lui parler pour avoir sa version des faits. C'était un suspect, mais avec la présomption d'innocence, il fallait qu'on puisse prouver qu'il avait commis le crime. En plus de son ADN, les experts scientifiques trouvent également les empreintes de paume de Randy sur la scène de crime. On ne pouvait pas retrouver ces empreintes dans la base de données. Il nous fallait des empreintes mieux dessinées pour pouvoir les analyser. On a d'ailleurs été très surpris de retrouver ces empreintes de paume sur les papiers près du corps. On les a aussi retrouvées sur le comptoir. Il y avait aussi un papier sur le comptoir qui avait 2 de ces empreintes. On en a conclu qu'il avait ramassé ce papier pour se faire passer pour un visiteur lambda pendant qu'il faisait du repérage. Une recherche sur Randy Sweeney révèle un lourd casier judiciaire. Alors emprisonné dans le Dakota, Sweeney était encore libre à l'époque du meurtre de Carrie. Randy Sweeney était un cambrioleur reconnu dans la région de Sioux Falls, dans le Dakota. Il était aussi connu pour son addiction au jeu, qui lui a causé des problèmes financiers. Et il devait commettre des vols pour éponger ses dettes. De mon point de vue, c'était un criminel comme un autre. Le genre de type qui va faire du repérage avant d'aller cambrioler un bâtiment. Il voulait s'assurer que chacun de ses cambriolages et de ses vols en vaille la peine. C'était un cambrioleur prudent. Il avait travaillé comme poseur de moquettes à Luverne. Il est possible qu'il soit passé par le parc à ce moment-là, ou qu'il en ait entendu parler et qu'il cherchait une nouvelle cible. Alors que les inspecteurs constituent leur dossier contre Sweeney, ils réalisent que le temps est compté. Sweeney sera libéré de prison dans 1 mois. On avait maintenant une date limite pour cette enquête. Donc, on a abandonné tout le reste et on en a fait une priorité. On ne voulait pas le voir sortir et nous filer entre les doigts. L'épouse de Randy est convoquée par les inspecteurs. 2 inspecteurs ont interrogé la femme de Randy Sweeney, qui leur a fait une déclaration assez longue. Elle était coopérative. Elle n'a pas semblé surprise que son mari soit suspecté par la police. Vu son passé, elle croyait qu'il s'agissait d'un autre cambriolage et qu'on l'interrogeait avant d'inculper son mari. Il lui montre une photo de la montre retrouvée sur la scène de crime. Elle a dit, c'est la montre de Randy. À son insu, elle vient d'impliquer son mari dans une affaire de meurtre. Elle nous a également dit qu'elle la portait de temps en temps, parce qu'elle devait prendre sa tension et que pour cela, elle empruntait la montre de son mari, ce qui explique la présence de son ADN. Les inspecteurs disent la vérité à l'épouse de Randy. La montre a été retrouvée sur les lieux d'un crime.
Elle a paniqué, elle s'est mise à pleurer. Elle comprenait maintenant la gravité de notre enquête. Manifestement, elle avait très peur du fait que son ADN avait été retrouvé sur la montre. L'épouse de Randy décide rapidement de coopérer. Même si elle ne se souvient pas du jour du meurtre, elle reconnaît avoir possédé une grande voiture de couleur crème. Elle indique aussi que Randy fumait la même marque de cigarette que celle retrouvée sur la scène de crime. Elle a aussi indiqué qu'à cette époque, Randy fumait les cigarettes les moins chères qu'il trouvait. Elle a mentionné spécifiquement la marque retrouvée sur la scène de crime comme étant celle qu'il fumait. Les enquêteurs sont maintenant convaincus que Randy Sweeney est le meurtrier. Aucune de nos autres pistes n'a été aussi concluante. C'était la même montre et les mêmes cigarettes. Il ne nous manquait qu'une seule pièce du puzzle, et on l'avait enfin trouvée. C'était dur de ne pouvoir rien dire à la communauté, car tant qu'il n'y avait pas d'inculpation, on devait garder le silence. Mais on savait qu'on tenait quelque chose d'énorme. Pour les enquêteurs, il est temps d'aller voir Randy Sweeney en prison. Je suis l'agent Paul Sapland du Bureau d'investigation du Minnesota. J'enquête sur des crimes dans la région. Et on voulait vous parler de certains éléments qui vous concernent. Comment ça? Enfin, je ne comprends pas. Dites-moi ce qui se passe. Dès qu'il a entendu qui nous étions, même si on ne le voit pas bien sur les images, j'ai remarqué un changement dans son comportement. Il était plus raide, plus tendu. On voulait vous parler d'une affaire pour laquelle vous pourriez nous aider ou dans laquelle vous seriez peut-être impliqué. Je ne sais pas. Vous pourriez éclaircir certains points, mais vous avez parfaitement le droit de garder le silence si vous le souhaitez. D'accord. Je pense que pour l'instant, je vais demander à voir mon avocat. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comme il refusait de parler, je ne lui ai pas dit pourquoi on était là. Bon, j'imagine qu'on a fini? On voulait vous parler d'une affaire qui pourrait vous faire rester ici plus longtemps ou vous faire sortir. Comment ça, je ne comprends pas? Est-ce qu'on lui dit? C'est une affaire dans le comté de Rock, au Minnesota. Minnesota? Il y a quelques années. D'accord. Mais vous ne voulez pas nous aider. Appelez-nous si vous changez d'avis. Le lendemain, Sweeney appelle sa femme. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien. Tu ne viens pas me voir? Non. Pourquoi? Des inspecteurs sont venus me voir. Et alors? Je ne sais pas, dis-moi. J'en sais rien. Ils ont trouvé mon ADN et le tien sur une montre dans le Minnesota, dans le parc de Blue Mounds. Ils ne m'ont pas dit ça? C'est ce qu'ils m'ont dit. Si je finis en prison pour le restant de mes jours à cause d'un crime que tu as commis, j'aurai la rage. Et je suis encore plus en colère maintenant, parce que tu me caches quelque chose. Mais non, pas du tout. Comment ils ont trouvé notre ADN sur une montre? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Je suis jamais allé dans le Minnesota, et toi? Non. Et en mai 2001, peu après notre mariage? Je ne crois pas. Ne joue pas aux imbéciles avec moi, je suis sérieuse. Si tu sais quelque chose, tu dois me le dire. Je vais finir en prison pour un crime dont j'ignorais l'existence. Vu le ton de sa voix et les choses qu'elle dit à son mari, on comprend qu'elle est très en colère et qu'elle le prend vraiment à partie. Il s'est passé quoi le 20 mai? C'était un dimanche, juste avant l'Ascension. Je ne sais pas. À Blue Mounds. Je sais pas. Dans le Minnesota. Je ne suis jamais allé là-bas. Quelqu'un y est allé avec notre ADN. Il jure à sa femme qu'il n'est jamais allé dans ce parc.
Il lui jure qu'il n'a rien fait. Il dit qu'il a dû perdre sa montre, qu'elle a dû tomber pendant qu'il travaillait quelque part. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Furieuse, l'épouse de Randy veut prouver son innocence. La femme de Randy travaillait ce jour-là toute la journée. Elle avait un alibi solide. On a donc pu l'éliminer des suspects, même si son ADN était sur la montre. Après son interrogatoire, l'épouse de Randy donne plusieurs photos aux inspecteurs. Sur l'une d'elles, Randy porte une montre identique à celle retrouvée sur la scène de crime. Et sur une autre, on aperçoit un paquet de cigarettes. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Mais ces images-là en valaient beaucoup plus. On pouvait voir sur les photos de la boucle que la montre était dans le 4e trou. Et si on regarde la montre de la scène de crime, ça correspond parfaitement. Les inspecteurs informent la famille de Carrie. Apparemment, ils avaient retrouvé le coupable. C'était un véritable soulagement qu'il l'ait enfin attrapé. Je me souviens que le père de Carrie était abasourdi. Mais les deux parents étaient très reconnaissants. Je me suis excusé que ça ait pris autant de temps. Mais ils étaient heureux que ce soit fini. Le 8 mai 2007, 6 ans après la mort de Carrie Nelson, Randy Sweeney est inculpé pour meurtre. Un jour seulement avant sa libération. Il y avait enfin un suspect. Personne n'a réagi en entendant le nom de Randy Sweeney. Personne ne le connaissait. Mais c'était un soulagement. L'accusation est confiante, mais il s'agit du premier procès pour meurtre dans le comté depuis 30 ans. Les preuves suffiront-elles à convaincre le jury? Le 30 juillet 2008, c'est dans un tribunal bondé que Randy Sweeney entre pour être jugé du meurtre de Carrie Nelson. Le procès était sur toutes les lèvres dans la communauté. Luverne est une petite ville. Ce genre de meurtre, c'est extraordinaire là-bas. C'est un moment douloureux pour la famille de Carrie. On a revécu toute l'horreur des premiers jours. On en avait mal à l'estomac de revivre tout ça. Et l'idée de devoir affronter le type qui l'avait tué, c'était horrible. Quand j'ai parlé à la mère de Carrie, elle m'a dit qu'elle était contente que toute cette histoire se termine, mais que c'était très dur de devoir revivre ce qu'elle a enduré. Le dossier de l'accusation repose sur les preuves matérielles qui relient Sweeney à la scène de crime. Les preuves les plus solides étaient celles prouvées par la science, l'ADN sur la montre et les empreintes digitales, parce qu'elles plaçaient Randy Sweeney sur les lieux du crime, ce qui contredisait totalement ses déclarations. La défense affirme que Sweeney n'est jamais allé là-bas. La défense a essayé de réfuter les preuves ADN en suggérant que Sweeney avait perdu sa montre et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a portée au moment du meurtre. Sweeney reste impassible, tandis que l'accusation explique sa version du déroulé des événements. On pense qu'il a pris sa voiture au travail, qu'il a roulé dans le coin pour essayer de trouver un endroit à cambrioler, qu'il a dû voir le panneau du parc sur l'autoroute et qu'il a décidé d'y aller. Quelque chose a dû se passer pendant son repérage des lieux. On avait déjà établi la probabilité que Carrie soit allée aux toilettes à ce moment-là. On savait qu'elle avait l'habitude de sortir l'argent pour le compter. Donc, elle a dû aller aux toilettes quand Randy est arrivé et il en a profité pour prendre l'argent.
On pense qu'il est entré du côté des employés où il est tombé sur Carrie Nelson. Il l'a immédiatement attrapée, puis il a traîné jusqu'au coffre pour la forcer à sortir l'argent qu'il contenait. Et quand Carrie a tenté de résister, ça l'a probablement rendu encore plus violent que ce qu'on imagine d'un cambrioleur. L'accusation dit que Carrie a arraché la montre de Sweeney pendant leur lutte. Les cigarettes, quant à elles, ont dû tomber de sa poche. On pense qu'il l'a ensuite traînée jusqu'à l'accueil où il y avait les caisses. Et c'est là qu'il a attrapé la pierre et qu'il l'a frappée par derrière pour l'assommer. Après l'avoir tuée, on pense qu'il s'est rendu compte qu'il devait partir. C'était un lieu public. Alors il s'est enfui le plus vite possible. Il a pris la pierre avec lui parce que c'était l'arme du crime. Après seulement 2 semaines de procès, Randy Sweeney est jugé coupable d'homicide volontaire. Le lendemain, il est condamné à perpétuité sans possibilité de libération. Quand le verdict est tombé, Sweeney n'a montré absolument aucune émotion. Il est resté immobile, le visage impassible. Le lendemain matin, quand le juge l'a condamné à la perpétuité, il a même clamé son innocence. Je n'ai pas tué Carrie Nelson. Et ce fut la seule réaction de sa part. Ce qui est dur pour ma famille et moi, c'est que c'était le dernier endroit au monde où on aurait pensé qu'une telle tragédie se produirait. Carrie nous manque. C'était une belle jeune fille. Elle avait la vie devant elle. J'ai passé beaucoup de temps dans le parc. C'est un endroit magnifique. Je suis triste qu'une chose aussi horrible soit arrivée dans un lieu aussi majestueux. Pour les enquêteurs, la plus longue enquête de leur carrière arrive enfin à son terme. Il y a énormément d'affaires qui sont résolues grâce à l'ADN. C'est extraordinaire. Mais je sais que ça ne remplacera jamais le travail d'investigation de la police. C'est à nous de nous creuser les méninges. Cette affaire est très particulière pour moi, à cause de la masse de travail qu'elle a représentée, mais aussi de tous les facteurs humains qui sont intervenus. Carrie Nelson était une personne innocente qui faisait son travail, et on a mis fin à ses jours brutalement. On pensait qu'il n'y avait jamais de meurtre ici, mais maintenant, il faut tout envisager. Il faut toujours se demander ce que la personne à qui on parle aujourd'hui sera capable de faire demain. Ça a complètement changé ma vision du métier et ma manière de travailler.